Bonjour, nous avons tourné hier un entretien avec Éric Brunat, ancien responsable économiste à l'ONU en poste à Moscou, sur les dernières actualités agitant le sujet géopolitique de l'Ukraine. Et il se trouve que cette nuit, Vladimir Poutine a pris la décision d'envahir militairement l'Ukraine. Cette vidéo sera donc découpée en deux parties. Dans un premier temps, les 20 premières minutes seront dédiées à la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes du Donbass. Et en fin de vidéo, je reçois à nouveau Éric Brunat pour une analyse complémentaire suite à l'intervention de Vladimir Poutine de cette nuit. Bon visionnage. Nouvelle édition de Micro Sachant. Aujourd'hui, on se dirige du côté de l'Ukraine et de la Russie, un sujet géopolitique qui prend une certaine importance depuis quelques jours. Pour en parler et analyser la situation, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Brunat, professeur en relations internationales et géopolitique à l'université Savoie-Mont-Blanc, ancien responsable économiste à l'ONU en poste à Moscou et qui a passé plus de 30 ans de sa vie à travailler sur les changements de système des pays de l'Est. Alors Éric, Vladimir Poutine a tout récemment reconnu l'indépendance des régions séparatistes du Donbass. Quelle est selon toi la volonté et la stratégie de Poutine en faisant cette déclaration? Et est-ce que c'est un casus belli, comme semblent dire beaucoup de personnes en ce moment? En premier lieu, merci de nouveau à Pacha pour cette invitation. Bon, il y a vraiment deux dimensions, deux niveaux d'analyse. On va peut-être pas revenir sur la genèse et le déroulé qui a débouché sur ce discours ubuesque de Vladimir Poutine ce lundi écoulé. Mais bon, en deux mots, la situation n'a fait que se dégrader. Sur les 20 années écoulées. On n'a pas laissé assez de place, à mon sens, aux signaux qui étaient envoyés par la Russie affaiblie des années 90, par la reprise en main du pouvoir de Vladimir Poutine au début des années 2000. On n'a pas laissé assez de place aux signaux qui étaient envoyés, cette peur récurrente de l'encerclement et par l'OTAN, en particulier par l'OTAN, et donc ce dialogue Europe-Russie, ce dialogue monde occidental-Russie n'a fait que se dégrader. Et là, on est arrivé à un point vraiment nouveau, parce qu'il marque, à mon sens, une rupture dans la stratégie, en tout cas dans ce que Vladimir Poutine affirmait jusqu'à présent. Il reprochait aux Occidentaux de ne pas tenir parole, il reprochait aux Occidentaux d'être fluctuants dans leur prise de position et de ne pas accorder grand prix, ou en tout cas d'avoir une lecture du droit international à géométrie variable. J'ai à l'esprit ce qui a été dit et écrit par Vladimir Poutine et la Russie, donc le Kremlin, à propos du Kosovo, par exemple, où le Kosovo a été reconnu par une grande partie des Européens, des États-Unis et des Européens. 33 pays en Europe sur 44 ont reconnu l'indépendance du Kosovo, se détachant en 2008 de la Serbie. Et Vladimir Poutine considérait que c'était absolument en dehors du cadre du droit international. Ce qui apporte une nuance aussi avec l'affaire criméenne, qui, elle, était, selon la vision du Kremlin, s'est opérée dans le cadre d'un vide juridique. Il n'y avait plus de gouvernement, le président en 2014, Yanukovych, n'était plus là. Donc ce vide juridique, ce n'était pas le cas au Kosovo, et ce n'est pas le cas non plus de l'Ukraine de 2022. L'Ukraine est un pays légitime, avec un territoire identifié, et c'est un gouvernement qui est en place. Donc, reconnaître unilatéralement
le Donbass enfin la République autonome populaire du Donbass et de Lugansk et de Donetsk, pardon, au sein du Donbass, et complètement prend le contre-pied de ce que le président Poutine avait jusqu'à présent déclaré au regard du droit international. Donc là, ça c'est quelque chose de vraiment nouveau, parce que si il devait y avoir règlement de ces velléités d'indépendance des provinces, donc de Lugansk et de Donetsk au sein du Donbass, donc c'est une affaire ukrainienne. C'est une affaire ukrainienne qui doit se régler dans le cadre de la constitution ukrainienne. Et par extension, laisser davantage de place à la diplomatie. Donc là, on a quelque chose qui est radicalement nouveau et qui... parce que là, sur cette question de reconnaissance par le président Poutine, il déjuge des engagements, des traités importants qu'il a signés ou qui ont été signés par la Fédération de Russie sur les années écoulées depuis le collapse de l'Union soviétique. Alors qu'est-ce que cette décision laisse augurer, selon toi, pour la suite sur le plan international? Est-ce qu'on doit s'attendre, la question qu'on se pose tous, à un conflit armé entre la Russie et d'autres forces extérieures, l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis? Est-ce qu'on peut aboutir sur quelque chose de militaire? Je ne le pense pas, je n'ose l'espérer. Je n'ose pas espérer que ça puisse prendre cette tournure. Faire de la prospective de cette nature me gêne un peu. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation qui est extrêmement dégradée et qui est terriblement contre-productive pour la Russie. Je ne sais pas si le président, quelle trace dans l'histoire le président russe veut laisser, mais on aura du mal à, même pour ceux qui avaient une lecture équilibrée de la situation vis-à-vis de la Fédération de Russie, en parlant de l'Ukraine. Là, ça sera très difficile de restaurer la confiance pour les investisseurs, pour les politiques, pour les analystes, pour les experts. Ça sera extrêmement difficile. Donc la trace ça peut être un enlisement extrêmement contre-productif d'un point de vue économique, matériel, mais la trace de l'homme d'État que Poutine est pourrait être effectivement très durablement dégradée. Donc je ne vois pas quel pourrait être l'avantage de Vladimir Poutine d'aller plus loin. En tout cas, un conflit armé avec des unités ou des soldats des États-Unis ou européens, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Même dans la batterie des sanctions qui ont été prises pour essayer de faire réfléchir. Mais savoir ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, c'est extrêmement difficile. Il y a un point qui me paraît important aujourd'hui, c'est que depuis les années 30, en Europe, depuis les années 30, aucune personne n'a concentré autant de pouvoir. Et donc il faudrait aller dans la tête, comme Michel Etchmaninov nous l'avait suggéré avec un excellent ouvrage qu'on peut conseiller. Savoir ce que le président Poutine, de 2022, j'insiste sur le fait qu'il y a une dégradation, le nationalisme de Vladimir Poutine se renforce, se purifie et devient caricatural et très inquiétant, parce que le pouvoir concentré dans la tête de cet homme est démesuré désormais. Donc, est-ce qu'il va aller vers un enlisement, aller au-delà du Donbass? D'abord, est-ce que la ligne de front va être étendue au Donbass? Aujourd'hui, la ligne de front coupe le Donbass en partie. Est-ce que dans cette reconnaissance unilatérale, cette reconnaissance de Vladimir Poutine, de l'indépendance de Donetsk et de Lugansk et du Donbass, est-ce que le Donbass est compris dans son entité
entière, ou est-ce que, dans son entité, ou est-ce qu'il y a une velléité d'aller plus loin, d'aller à Kiev et au-delà. L'avantage, ça serait vraiment terriblement contre-productif, à mon sens. Alors, t'évoquais tout à l'heure les sanctions. Effectivement, à la suite de cette annonce de Vladimir Poutine, Joe Biden, d'ailleurs, ça c'était hier soir, a pris la parole pour annoncer des sanctions à l'égard de la Russie. Est-ce que ces sanctions vont changer quelque chose, vont refroidir, ralentir Poutine dans sa démarche ou De nouveau, on rentre dans la tête et dans l'esprit de M. Poutine. Bon, deux remarques. La première, c'est que l'action des États-Unis depuis des années, et avec des phénomènes d'accélération dans la période récente, j'allais dire vassalise l'Europe, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas réduisent la marge de manœuvre de l'Europe. Et donc aujourd'hui, les choix européens sont des choix occidentaux. Voilà, il n'y a plus d'autonomie européenne sur la question ukrainienne, et ça je le regrette, parce qu'on aurait pu, avec une analyse plus fine, avec un travail plus fin, avec une diplomatie plus ambitieuse et achevée par conséquent, analyser la stratégie de la Fédération de Russie d'une part et des États-Unis d'autre part. Ça, c'est ma première remarque. Ma seconde remarque, je pense, et nous allons entrer de nouveau avec précaution dans l'esprit de M. Poutine, je pense que les sanctions ont un effet médiocre, voire même peuvent avoir ça peut être un catalyseur pour accélérer les difficultés. Alors effectivement, dans le cadre des sanctions qui sont prises et qui peuvent contribuer à être un catalyseur de la dégradation des relations entre l'Europe et donc le monde occidental, mais l'Europe et la Russie, c'est la décision prise par Olaf Scholz et le chancelier allemand qui gèle le Nord Stream 2. Et on peut rappeler que l'Europe est dépendante à 48% pour le gaz russe, la France à 18%, l'Allemagne est dépendante environ à un peu moins de 50%. Vis-à-vis du gaz russe. Et dans le Nord Stream 2, qui est ce nouveau tube, ce nouveau pipeline, n'est pas encore opérationnel. Il n'est pas encore opérationnel, donc il n'affecte pas les flux de gaz des dernières semaines. Mais en tout cas, c'est un signe fort de l'Allemagne dans le cadre des sanctions. Et ça ne peut que accélérer peut-être la diversification des exportations russes vers la Chine, par exemple, et ne peut aussi que contribuer à dégrader cette situation. Je ne crois pas à l'efficacité des sanctions dans ce cas précis, comme élément d'apaisement, ni même comme élément de règlement du problème qui nous intéresse aujourd'hui. Si on fait un tout petit retour, un bref retour, sur les sanctions qui ont été prises en 2014, après l'affaire criméenne, ces sanctions ont été peu efficaces. Et parce qu'elles ont appelé des contre-sanctions de la Russie, et elles ont touché l'agriculture, nos agriculteurs par exemple, en France ou en Allemagne, bien plus finalement. En tout cas, elles n'ont pas atteint les objectifs fixés. D'ailleurs, si on fait un tour du monde des phénomènes de sanctions, de la Birmanie à l'Iran, et en passant par Cuba, les seules sanctions, les seules politiques de sanctions qui ont été réellement efficaces, qui ont atteint leur objectif, c'est en Afrique du Sud. Voilà. Ensuite, on pourrait analyser cas par cas. Pour la Russie, moi j'ai des collègues russes qui me disent mais continuez à les sanctions. Ils me disaient cela en 2015, 16, 17. On n'a jamais autant travaillé.
il y a eu une reprise en main de l'agriculture russe par la Russie, il y a eu une diversification de leurs sources d'importation, et finalement, les contre-sanctions ont davantage touché les pays occidentaux. Voilà pour ce bref retour. Pour les sanctions prises dans la période récente, elles sont importantes en effet. Elles touchent les 351 députés de la Douma, elles touchent une vingtaine de personnalités politiques ou militaires russes, pour des visas, pour des gels de comptes en Occident. Elles touchent quelques banques qui auront du mal à se financer ou se refinancer pour payer la dette russe, par exemple. Donc ces sanctions sont loin d'être négligeables. La menace, il y a également le président Biden a confirmé qu'il n'interviendrait pas sur le terrain avec des citoyens des États-Unis, mais qu'il livrerait des armes défensives à l'Ukraine. Donc si on fait le tour de ces sanctions, c'est loin d'être négligeable. Mais ce crescendo peut affecter une économie déjà passablement limitée. Les performances économiques de la Fédération de Russie aujourd'hui sont assez médiocres. La Russie souffre d'une surexploitation de son gaz et de son pétrole, tout cela distord l'économie russe. C'est une économie qui est peu performante, avec un PIB qui est voisin de celui de l'Espagne. Alors en parité de pouvoir d'achat, ce PIB en parité de pouvoir d'achat replace la Russie dans les 10 premières économies du monde. Mais pour financer un territoire aussi vaste, pour financer une démographie déséquilibrée sur son territoire, et le développement de ces infrastructures, les performances économiques sont médiocres. Et donc, l'économie souffre aujourd'hui d'une surexploitation gazière et pétrolière, comme je le disais à l'instant. Donc, les sanctions qui sont prises, notamment celles qui étaient... On n'a pas entendu de nouveau, dans la période ultra récente, c'est-à-dire hier et avant-hier, reparler de cette sanction pour sortir la Russie du mécanisme SWIFT, qui est un mécanisme de refinancement des entreprises via le dollar des États-Unis et via des mécanismes électroniques. Et là, ça handicaperait fortement les investissements en Russie, fortement le commerce de la Russie et de ses partenaires. Je vous rappelle, à Pacha, que c'est une menace qui était brandie par les États-Unis et que le commerce Europe-Russie est 10 fois supérieur au commerce entre la Russie et les États-Unis. Donc cette sanction contre la Russie toucherait encore plus l'économie russe, mais affecterait gravement nos opérateurs commerciaux européens vers la Fédération de Russie, beaucoup moins que les opérateurs commerciaux ou économiques des États-Unis vers la Russie. Donc, si on devait en rester à ces sanctions, je ne pense pas, et là je suis dans la tête d'un homme qui a un pouvoir concentré, démesuré, je ne pense pas que ça puisse infléchir cette nouvelle stratégie, puisque là on déjuge des signatures, on déjuge des traités, on déjuge des engagements, on déjuge ce que l'on avait repéré comme des faiblesses en Occident. Et si l'on devait aller plus loin vers des sanctions de type sortir la Russie du processus SWIFT, je pense que ça ne ferait qu'aggraver la situation plutôt que de faire réfléchir l'homme qui est visé, c'est-à-dire le président de la Fédération de Russie. À ce stade, est-ce qu'il y a encore une place pour la diplomatie ? On l'a vu récemment, il y a eu des tentatives de la part d'Emmanuel Macron de rassembler autour de la table Vladimir Poutine, Joe Biden, enfin voilà, toutes les forces en présence. Est-ce que, suite à la rupture est-elle suffisamment forte pour empêcher toute possibilité de diplomatie, ou est-ce qu'il y a encore une possibilité d'un dialogue entre les différents dirigeants ? Sincèrement, je pense que le président Macron a fait ce qu'il convenait de faire. Comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies d'une part, et comme président du Conseil de l'Europe actuel d'autre part.
cette diplomatie européenne, où l'on a vu le chancelier allemand aussi essayer de faire quelques tentatives, c'est une diplomatie qu'il fallait mener, mais je pense très sincèrement que c'est tard, très tard, trop tard peut-être, parce que ce Rubicon franchi par le président russe récemment, je répète pour la 3e fois, me semble prendre le contre-pied de ce qu'il avait dénoncé ou ce qu'il semblait avoir repéré dans le comportement des Occidentaux. Oui, bien sûr, il y a une place pour la diplomatie. Il y a une place pour la diplomatie, il le faut absolument. Il le faut absolument. Il y a 14 000, entre 13, 14, 15 000 personnes qui ont perdu leur vie sur le front du Donbass. C'est plus possible. Et c'est peut-être l'élément qui fait que le président Poutine veut aujourd'hui signifier de nouveau que l'encerclement n'est pas possible, que le déploiement de missiles occidentaux en Pologne, en Roumanie ou en République tchèque n'est pas possible. Bon, donc c'est peut-être cet élément qui a joué un phénomène d'accélération dans la période récente. Mais je pense quand même qu'il faut absolument qu'il y ait une place à la diplomatie et que les uns et les autres ne sortent pas perdants ou humiliés de cette affaire. Je pense qu'il faut redonner à l'État souverain ukrainien la main sur un règlement qui pourrait aller vers une fédéralisation de l'Ukraine, une large autonomie des territoires de Lugansk et de Donetsk, et voire même plus, mais c'est Kiev qui doit le décider, c'est pas Moscou. Et c'est ça qui est pas acceptable dans la période ultra récente, c'est-à-dire les 3 jours écoulés. Hein, ça n'est pas acceptable. Parce que les éléments de tension qu'on avait repérés auparavant, c'était des éléments de tension où il n'y avait pas de diable et de bon Dieu. Il y avait vraiment un rapport équilibré, en tout cas des responsabilités partagées, voilà, des responsabilités partagées entre les partis. Il y avait des conseillers militaires européens et américains dans les couloirs des ministères à Kiev, et il y avait des conseillers militaires pour les indépendantistes du Donbass. Là, effectivement, il y a une dégradation de la situation. À ce jour, les observateurs sur place dans le Donbass n'ont pas observé des colonnes de chars russes pour l'instant. Reconnaissance, je me suis exprimé là-dessus, en condamnant bien sûr cette reconnaissance opérée par le Kremlin. Mais il n'y a pas à ce jour de colonnes russes militaires en marche vers Kiev. Donc il y a une place pour la diplomatie. Il faut absolument redonner une place à la diplomatie et que Kiev réfléchisse avec ses alliés, avec ses partenaires. Il faut que le tour de table inclue l'Union européenne, la France, l'Allemagne, et nos amis britanniques aussi, bien sûr, et les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Bien. Et la Russie. Et alors, quel pourrait être le contenu de cette diplomatie ? Le premier point, c'est qu'il faut en effet rappeler qu'il n'y a aucune urgence. Il n'y avait aucune urgence à ce que l'Ukraine soit membre de l'OTAN. La Finlande, la Suède, la Suisse, l'Irlande ne sont pas membres de l'OTAN. Donc cette précipitation pour aller vers l'OTAN peut être corrigée encore, je le pense, par la diplomatie. Néanmoins, là, Apacha, je pense que votre question, elle porte sur la dégradation récente. Je pense que la solution ne peut venir que du cadre ukrainien.
de la constitution de l'Ukraine, du gouvernement ukrainien, et pas de Moscou. Et pas de Moscou. Donc, si les citoyennes et les citoyens des provinces du Donbass peuvent s'accommoder avec une innovation institutionnelle, une large autonomie accordée à ces provinces, peut-être que la diplomatie peut appeler. Il y a, je le répète, 13 ou 14 000, peut-être 15 000 morts depuis 2014. Donc, est-ce qu'il y a dans le cadre de la constitution ukrainienne des modalités qui puissent rassurer et apaiser les indépendantistes du Donbass? Si il devait y avoir une réponse négative, lorsque la diplomatie aurait tout exploré, et je pense qu'un référendum pourrait être organisé, mais par Kiev, pas par Moscou. Un référendum pour, comme nous avons, nous, organisé dans le cadre de la République française récemment, et le dossier n'est pas clos. Et le dossier n'est pas clos en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Dans le cadre de la République française, il y a une réflexion qui est menée pour savoir quel va être l'avenir de ce territoire ultramarin. Bon, eh bien, dans le cadre de la République d'Ukraine, je pense sincèrement que une question pourrait être posée de ce type-là, et c'est ensuite à l'Ukraine, dans le cadre des institutions ukrainiennes, dans le cadre de la constitution de l'Ukraine, qu'une évolution du statut du Donbass peut être faite. Cette évolution peut être faite que dans ce cadre-là. Elle ne peut pas être faite par la force. Elle ne peut pas être faite par la force. Moins que jamais en 2022, on peut capitaliser sur des territoires conquis par la force. La capitalisation politique par la force n'est plus possible. Moins que jamais, en tout cas. Donc on se retrouve aujourd'hui à nouveau avec Éric Brunat. Éric, bon, vis-à-vis de ce qui s'est passé cette nuit, moi je me demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Franchement, je ne pensais pas que l'on se revoie aussi vite. C'est un plaisir de vous revoir, mais franchement, c'est pas vraiment pour la bonne cause. Les phénomènes s'accélèrent et ne vont pas dans la bonne direction. Alors, je rappelle qu'on a vraiment deux moments d'analyse. Nous avons consacré quelques minutes de réflexion hier sur la dégradation d'un processus avec des positions radicalisées des États-Unis d'une part, de la Russie d'autre part, sur les années écoulées récentes, avec une place ténue, une place médiocre laissée à la diplomatie. La diplomatie s'est accélérée, les chancelleries se sont agitées, mais un peu tardivement, trop tardivement. Donc la dégradation, le pourrissement de la situation est une chose. Avec, je le répète, je le pense, des responsabilités partagées dans le pourrissement de ces états, de ces situations. Deuxième moment, quelques remarques sur l'actualité chaude, sur l'actualité pure. Ça, c'est vraiment un second temps. Il s'est passé quelque chose. Le Kremlin, le président Vladimir Poutine, la Fédération de Russie ont choisi le scénario vicieux, le plus improbable, le plus incroyable. L'agression d'un État souverain en Europe, c'est quelque chose que l'on avait oublié, à cette échelle en tout cas. Donc il y a vraiment ces deux moments distincts qu'il convient d'analyser. Le pourrissement d'une situation et puis gérer une situation particulière, c'est le second temps. D'agresser un État souverain
habité par des frères et des sœurs de sang. Beaucoup d'analystes, d'observateurs ne pensaient pas que ce soit possible. C'est donc un engrenage, une décision qui va être lourde de conséquences. Je pense que c'est un enlisement et ce n'est que le début d'une situation où il sera très difficile, en tout cas comme je l'exprimais hier, en n'imaginant pas que ce soit possible, ça sera très difficile pour la Russie de restaurer son image vis-à-vis du monde occidental et beaucoup plus loin, je pense, même vis-à-vis d'un certain nombre d'alliés de la Russie. Je rappelle au passage que la Russie n'était pas un ennemi, une ennemie. La Russie n'était pas une amie ou une ennemie, c'était un partenaire majeur. Et je pense que pour nos enfants et petits-enfants, la Russie redeviendra un partenaire majeur, mais il faudra du temps. Il faudra du temps. Et pour M. Poutine, je pense que ça ne sera pas possible de restaurer une image convenable. C'est donc la trace dans l'histoire qu'il a choisi de laisser, même si j'insiste une nouvelle fois sur le fait que nous n'avons pas analysé avec justesse les arguments, les positions de part et d'autre sur les 10 ou 15 ans écoulés. Ça reste vraiment un point très important. Mais cet engrenage me paraît dommageable pour l'économie russe, pour son image, de façon durable. C'est de toutes les façons un processus extrêmement dangereux pour les uns et les autres. Alors, tu parlais hier des différentes sanctions à l'égard de la Russie mises en place par les Occidentaux, comme la suspension du projet Nord Stream 2, l'exclusion de la Russie du système SWIFT. Est-ce que ces réponses sont bonnes vis-à-vis de ce qui se passe là-bas, ou est-ce que les Occidentaux doivent aller plus loin ? Je pense sincèrement, on ne va pas de nouveau analyser, je l'ai fait avec vous, Apacha. On ne va pas de nouveau analyser les effets des sanctions depuis 2014. Je ne pense pas que la batterie de sanctions qui puissent être prises modifiera la posture de Vladimir Poutine. Je ne le pense pas. En revanche, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que la sanction a-t-elle pour objectif de ramener Vladimir Poutine à plus de raison ou de modération ? Ça, je ne le crois pas. Je pense au contraire que de nombreuses sanctions, celles que nous évoquions hier, sur les questions financières et autres, ou le Nord Stream 2, peuvent contribuer à au contraire, renforcer le caractère radical de la posture russe. Mais il faut faire quelque chose, en effet. Alors, je pense que l'Union européenne, les partenaires occidentaux, les États-Unis vont en effet prendre des mesures. On peut penser que de nouvelles mesures vont être prises, par exemple un isolement diplomatique, et aussi un isolement économique, dont de toutes les façons nous allons souffrir, et davantage en Europe qu'aux États-Unis. Ça, c'est sûr. Donc, pour être clair et court, je pense que les sanctions ne vont pas modifier la position de la Russie et de son président. Ça peut au contraire renforcer encore sa certitude qu'il est dans le droit chemin, les Occidentaux, etc. Mais je pense qu'il faut en effet prendre des mesures, puisque ce n'est plus le processus de pourrissement que nous analysons là, mais une situation nouvelle qui s'est opérée cette nuit. Est-ce qu'une telle décision finalement, va pas pousser l'Ukraine définitivement dans les bras de l'OTAN et de l'Union européenne ? Alors, je sais qu'il y a des pays européens plus enclins à étudier ce sujet de l'Ukraine dans l'OTAN. Ce n'est pas possible. En tout cas, à court terme. Ce n'est pas possible. C'est un sujet que les États-Unis n'ont pas voulu regarder avec soin dans la période toute récente, et je pense que ça a contribué à la radicalisation ultra dangereuse et agressive du président russe.
Mais un pays comme de grands pays comme la Pologne ou la Lituanie régulièrement reviennent sur ce sujet. Je ne pense pas que dans un horizon court, la solution de l'Ukraine dans l'OTAN apaise en quoi que ce soit ou soit un élément du règlement de cette affaire. Moyen terme, plus long terme pour l'OTAN, ce sujet peut être... mais là, ensuite, on peut réfléchir sur à quoi sert l'OTAN aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait soulever, bien entendu. Oui, je pense que sur le deuxième élément de votre question, il est très probable que l'Ukraine soit encore plus convaincue que son avenir soit davantage vers l'ouest du continent que vers l'est. Ce n'est pas... Et comme nous le disions également hier, moi je pense qu'en 2022, moins que jamais, on peut capitaliser politiquement par la force brutale. C'est presque un pléonasme, mais il y a des degrés et des gradations dans les actions, et je pense que ce type d'action aujourd'hui ne peut pas déboucher sur un avenir, en tout cas pour l'essentiel du territoire ukrainien. La question du Donbass restera posée à l'avenir, mais je pense que Kiev et l'Ukraine sera probablement convaincu que son avenir a du sens vers l'ouest du continent. Oui. Et sur le plan international, qu'est-ce que cette intervention laisse augurer pour la suite? Est-ce que cette idée d'une troisième guerre mondiale qui jusqu'alors paraissait complètement dérisoire peut dorénavant se présenter à nous légitimement? Il y a des ouvrons nos ouvrages d'histoire, hein, il y a des annexions ou des non-interventions ou des passivités avant le second conflit mondial qui ont débouché sur les désastres que tout le monde connaît. Bon, si les divisions russes devaient avoir un intérêt pour les pays baltes ou pour la Pologne ou pour des membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN, cette fois. Là, je pense qu'en effet, ça pourrait être très très grave. C'est déjà dramatique, mais là, on pourrait aller vers, je ne sais, vous avez évoqué une troisième guerre plus globalisée. Donc, il y a effectivement des dégradations dans le malheur. Donc, il faut... et puis, il y a aussi à observer avec soin la posture et les positions prises par d'autres pays émergents, de grands pays émergents. On va évoquer seulement le cas de la République populaire de Chine, qui aujourd'hui est modéré sans condamner. La Chine ne parle pas d'invasion, ne reconnaît pas d'invasion de la Russie en Ukraine, appelle un peu à plus de sérénité et de modération. C'est assez ambigu comme la Chine doit sans doute avoir à l'esprit que l'Ukraine est un partenaire commercial non négligeable. C'est un élément sur sa route de soie, la route de la soie. Et évidemment, si l'Europe devait être affectée au-delà de fluctuations boursières conjoncturelles, mais de façon grave par de l'inflation, une explosion des prix gaziers, pétroliers, des phénomènes qui se transforment rapidement en crise économique et donc en crise sociale grave, en Europe, là, ça pourrait affecter le partenaire, l'éminent partenaire commercial de la Chine, qui est l'Europe. Là, la Chine pourrait effectivement peut-être... mais à observer les effets dominos, les effets d'entraînement, les effets de spirale négative. Vous voyez, on se rencontre presque chaque jour désormais. Il peut y avoir des effets d'entraînement qui sont... il y a des vocabulaires qui sont inquiétants, qui sont apocalyptiques. On a tous à l'esprit les armements de destruction massive. C'est quelque chose qui était implicite dans quelques tons, dans quelques discours, dans quelques mots,
rendu par le président Poutine ces derniers jours. Donc sur ces questions-là, alors ensuite aller sur une troisième guerre mondiale, je pense que ça serait très très grave, extrêmement grave, si un des partenaires de l'OTAN ou un des pays de l'Union européenne était agressé. Merci Éric Brunin pour nous avoir partagé ton analyse et ta grille de lecture, et merci à vous d'avoir suivi cet entretien.